Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à quelque chose qui nous concerne au quotidien, notre travail. Plus précisément, on va remonter aux origines, à ces idées fondatrices, parfois géniales et souvent controversées, qui ont littéralement forgé nos bureaux et nos usines. Préparez-vous, parce qu'on va voir ensemble comment tout ça a commencé. Et tout part de cette question qui peut paraître simple, quelle est la meilleure façon de travailler? Mais attention, pas juste une bonne façon, non. La meilleure et unique façon, the one best way, comme il disait. C'est cette quête un peu obsessionnelle qui a tout déclenché au début du XXe siècle, une recherche de la perfection, de l'efficacité absolue. Ok, alors pour bien comprendre, il faut se téléporter. Imaginez un peu, on est au tout début des années 1900. La révolution industrielle bat son plein, c'est l'effervescence partout, mais c'est aussi un sacré bazar. Les usines poussent comme des champignons, mais sans mode d'emploi. C'était le chaos et il fallait y mettre de l'ordre, et vite. Et le défi était immense. D'un côté, on a un afflux massif de main-d'œuvre, souvent des immigrés, des gens qui quittent les campagnes parce que l'agriculture se mécanise, bref, des millions de bras, mais sans qualification particulière. Et de l'autre, des patrons d'usines qui se posent une seule question. Comment on fait pour que tout ce monde soit incroyablement productif? C'est là que des personnages clés entrent en scène, des ingénieurs, des visionnaires comme Taylor ou Ford. Eux, ils ne voient pas juste une usine. Ils voient un immense laboratoire, un endroit où chaque geste, chaque respiration, chaque seconde perdue peut être analysée, chronométrée et optimisée à l'extrême. Prenons Frederick Winslow Taylor. Son idée fixe, son Graal, c'était de trouver cette fameuse meilleure et unique façon. Son projet était radical. Il voulait jeter à la poubelle des siècles de savoir-faire artisanal, de « on a toujours fait comme ça », pour le remplacer par une science du travail, froide, calculée, indiscutable. Et comment il s'y prend? Eh bien, avec un plan en deux temps. D'abord, ce qu'on appelle la division verticale. C'est simple, il sépare ceux qui pensent de ceux qui font. En haut, les ingénieurs, le cerveau. En bas, les ouvriers, les bras. Et puis, la division horizontale. On prend une tâche complexe et on la pulvérise en une multitude de gestes minuscules et répétitifs. Chacun devient l'expert d'un tout petit rien. Et celui qui va pousser cette logique à son paroxysme, bien sûr, c'est Henry Ford. Sa fameuse phrase, ce n'est pas juste une boutade, c'est le cœur de sa philosophie, la standardisation. Plus de choix, plus de variations. Juste un seul produit, identique. Ça permet d'aller beaucoup, beaucoup plus vite. Et les résultats sont tout simplement hallucinants. Avec sa chaîne de montage mobile, où c'est la voiture qui avance et pas l'ouvrier, Ford a fait exploser les compteurs. On parle d'un gain de productivité de 800%. Imaginez, le temps pour assembler un châssis passe de 12 heures à moins de 3 heures. Ce n'est plus une amélioration, c'est une révolution. Cette efficacité de dingue a une conséquence directe que tout le monde peut voir, le prix. Regardez-moi cette chute libre. En quelques années, la Ford T devient carrément abordable. La voiture, qui était un jouet pour les riches, entre dans le garage de la classe moyenne. C'est là qu'on comprend que Taylor et Ford n'ont pas juste réorganisé des usines, non, ils ont redessiné la société tout entière. Ok, donc on a optimisé le travail de l'ouvrier. Mais ça ne suffit pas. Maintenant, il faut monter d'un cran. On quitte l'atelier pour aller dans les bureaux de la direction. Parce que d'autres penseurs se sont dit « c'est bien beau d'optimiser une tâche, mais comment on optimise l'entreprise entière? Comment on fait pour que toute l'organisation devienne une machine parfaite ?» Et là, on a un Français, Henri Fayol, qui va avoir une idée de génie. Il dit « attendez, être patron, diriger, ce n'est pas un talent inné, ce n'est pas de la magie, c'est un métier. » Un métier qui a ses règles, ses techniques et qui, surtout, peut s'apprendre et se transmettre. C'est lui qui va, en quelque sorte, inventer le management moderne. Il va donc découper ce métier en 5 grandes fonctions. C'est la boîte à outils universelle du manager. D'abord, prévoir, savoir où on va. Ensuite, organiser, mettre les bonnes ressources au bon endroit. Puis, commander, donner des ordres clairs. Coordonner, s'assurer que tout le monde travaille ensemble. Et enfin, contrôler, vérifier que le plan est bien respecté. C'est encore la base de beaucoup de cours de management aujourd'hui. Pendant ce temps, en Allemagne, le sociologue Max Weber se pose une question encore plus profonde. Il se demande « mais au fond, pourquoi est-ce que les gens obéissent? Qu'est-ce qui fait qu'une structure hiérarchique fonctionne ?» Sa réponse va tourner autour d'un concept clé, l'autorité, et surtout sa légitimité. Selon lui, il y a 3 grands types d'autorité. L'autorité charismatique, on obéit à quelqu'un parce qu'il est exceptionnel. L'autorité traditionnelle, on obéit parce que c'est comme ça depuis toujours, comme dans une monarchie. Et enfin, la plus importante pour le monde moderne, l'autorité rationnelle, légale. Là, on n'obéit plus à une personne, mais à une fonction, à un poste, défini par des règles. Et cette dernière forme d'autorité, c'est le moteur de ce que Weber appelle la bureaucratie. Alors attention, il faut oublier les mots avec sa connotation négative de paperasse. Pour Weber, la bureaucratie, c'est un idéal. C'est le système le plus juste et le plus efficace qui soit,
parce qu'il repose sur des règles claires, pas sur le bon vouloir d'un chef. Toute cette belle mécanique, cette quête de l'organisation parfaite, ça a l'air génial sur le papier, non? Sauf qu'il y a un mais énorme, le prix à payer. Car cette machine parfaitement huilée a un coût. Et ce coût, il est avant tout humain. Cette idée que l'être humain n'est qu'un instrument de la machine résume parfaitement le côté sombre de ce système. L'individu n'est plus qu'un rouage, on ne lui demande pas de penser, de créer, juste d'exécuter. Il devient interchangeable, déshumanisé. Et la preuve, elle est là, dans les chiffres. Regardez bien ce nombre, 53 000. C'est le nombre de personnes que Ford a dû embaucher en une seule année, juste pour garder 15 000 postes pourvus. C'est un taux de rotation complètement délirant. Ça veut dire que même avec un bon salaire, les gens ne tenaient pas. Ils fuyaient en masse ce travail devenu insupportable. Forcément, cette pression a provoqué une résistance. Les gens ne se laissaient pas faire. Ça prenait plein de formes différentes. L'absentéisme qui explose, les grèves à répétition, et puis des choses plus sournoises, comme le sabotage des outils ou le fait de laisser passer volontairement des produits défectueux. En traitant les gens comme des machines, le système a finalement généré ses propres pannes. Alors au final, que faut-il retenir de toute cette période, de cette école classique? Eh bien son héritage est compliqué. C'est une histoire à deux visages, avec d'un côté des avancées incroyables et de l'autre une facture sociale très très lourde. D'un côté, il faut être honnête, les gains sont spectaculaires. Une productivité jamais vue, des prix qui chutent, la naissance de la consommation de masse. Notre monde moderne est né de ça. Mais de l'autre côté, le coût humain. La perte de sens au travail, l'aliénation, un turnover monstrueux, des conflits sociaux non-stop. C'est vraiment une épée à double tranchant. Et ça nous ramène à une question qui est peut-être encore plus pertinente aujourd'hui, à l'heure de l'intelligence artificielle et de l'optimisation par les algorithmes. Est-ce qu'on est condamné à choisir entre l'efficacité et l'humanité? Ou est-ce qu'il existe une troisième voie, une meilleure façon de travailler, qui prendrait en compte les deux? C'est la question que nous a léguée l'école classique, et on n'a toujours pas fini d'y répondre. Merci d'avoir suivi cette analyse.